Du matériel roulant pour le programme élargi de vaccination, plus de 800 motos pour faciliter la mobilité des agents sur le terrain. L'idée, c'est de couvrir tout le pays, même les zones les plus reculées. L'ONG Statut International livre son rapport d'enquête en Guinée sur les relations entre les gouvernants et gouvernés. D'autres paramètres tels que l'électrification et les conditions de vie des citoyens sont pris en compte. Environnement, à l'occasion du mois de la forêt guinéenne, une opération de reboisement est lancée à Dinguiraye. Plus de 5000 tecs et mélinas sont mis en terre pour restaurer une ceinture verte dans la cité religieuse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant de développer ces titres, ce décret dès 2018-139 PRG-SGG portant nomination du directeur de cabinet de la primature. Le président de la République décrète, article 1er. Madame Bangoura Nyalin Kondé, précédemment directrice de cabinet à la primature, est nommée directrice de cabinet de la primature avec rang de ministre. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 août 2018, professeur Alpha Condé. Décret dès 2018-140 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la primature. Le président de la République décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. Directeur de cabinet adjoint, M. Malik Tidjan Touré, économiste précédemment conseiller technique auprès du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés. Chef de cabinet, Mme Safiatou Diallo, économiste précédemment assistante technique à la gouvernance à la primature. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 août 2018, professeur Alpha Condé. Décret dès 2018-141 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la primature. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. M. Kader Yassine Bari, précédemment conseiller spécial, est nommé conseiller spécial chargé de la coordination des programmes et comités techniques de coopération avec rang de ministre conseiller. M. Ansoumane Kamara, précédemment haut cadre au ministère français de l'économie et des finances Paris-Bercy, conseiller pour les affaires européennes et internationales, est nommé conseiller spécial chargé de l'économie, des finances et du budget, coordinateur du pôle transformation économique durable et inclusive. M. Ibrahima Kamara, précédemment conseiller technique principal auprès du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés, est nommé conseiller technique principal. M. Chérif Aïdara, précédemment conseiller technique auprès du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés, est nommé conseiller personnel. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 août 2018, professeur Alpha Condé. Décret dès 2018-142 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la primature. Le président de la République décrète. Conseiller. Conseiller chargé du secteur éducatif et de la formation professionnelle. M. Aruna Berete, précédemment conseiller chargé du secteur de l'éducation. Conseiller chargé de la gouvernance, de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Ibrahim Assila, précédemment conseiller à la gouvernance. Conseiller politique chargé du dialogue social et du renforcement de l'état de droit, M. Mohamed Mounir Kamara, précédemment conseiller politique. Conseiller chargé de la diplomatie, du développement et des relations internationales, M. Lao Bangoura, en poste au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Conseiller chargé de la communication et des relations avec la presse, M. Djan Diallo, journaliste précédemment consultant en communication. Conseiller chargé du contrôle et de l'éthique, M. Fodé Oumar Touré, précédemment président de l'autorité de régulation des marchés publics.
Conseiller chargé de l'énergie et des hydrocarbures, Ibrahima Khalil Touré, ancien directeur du projet de mine Alcoa. Conseiller chargé des affaires fiscalité, de la mobilisation et de la sécurisation des recettes, M. Ibrahima Fana Freddy Kamara, précédemment conseiller chargé des questions fiscales. Conseiller chargé du commerce, du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat, M. Boubacar Ba, précédemment conseiller chargé du secteur du commerce extérieur. Conseiller chargé du développement rural, M. Morlaï Touré, précédemment conseiller technique auprès du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés. Conseiller chargé des affaires juridiques, Mme Oumou Fofana, ancienne secrétaire générale du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Conseiller chargé de la santé et de l'hygiène publique, Dr Younousa Ballo, précédemment conseiller chargé de la santé. Conseiller chargé du secteur privé, des investissements et du partenariat public-privé, M. Séni Pierre Fofana, précédemment conseiller diplomatique. Conseiller chargé de l'action sociale, des sports et de la culture, M. Mohamed Kondé, économiste, précédemment membre de la cellule suivi-évaluation des projets. Conseiller chargé de l'inclusion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, Mme Gariatou Diallo, précédemment directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Conseiller chargé des transports, M. Simon Pierre Camara, précédemment membre de la cellule suivi-évaluation des projets, chargé des secteurs de l'action sociale, de la jeunesse et du sport. Conseiller chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Tiani Yansane, précédemment conseiller chargé des infrastructures. Conseiller chargé des travaux publics, M. Fodé Kaba Diaby, ingénieur génie civil, ancien directeur du Fonds d'entretien routier. Conseiller chargé de l'industrie et des PME, M. Wessou Nabé, confirmé. Conseiller chargé des mines et de la géologie, M. Abdou Karim Silla, précédemment conseiller chargé du secteur des mines. Conseiller chargé des télécommunications et de l'économie numérique, M. Ibrahima Sori Keïta, précédemment consultant expert chargé des opérations et des relations institutionnelles du projet ID4 ou Wari. Conseiller chargé de l'environnement et de l'assainissement, colonel Mathias Rodolphe Abba, précédemment conseiller chargé du secteur de l'environnement. Conseiller chargé de mission, Mme Fatima Kassouri Bangoura, économiste financier. Conseiller chargé de mission, M. Cheikh Souaré, précédemment assistant du ministre d'État à la présidence chargé du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés. Chef de protocole, M. Daouda Souma, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 août 2018, professeur Alpha Condé. Décret D2018-143 PRG-SGG portant nomination de cadres à la primature. Le président de la République décrète. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. Service rattaché, secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida, Dr Abbas Diakité, confirmé. Établissement public, le directeur général de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et de l'informatisation de l'État, M. Mori Kamara, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 août 2018, professeur Alpha Condé. Rencontre entre les acteurs de l'accord politique de 2017 et une équipe d'experts recrutés pour l'audit du fichier électoral. Les deux parties doivent établir un fichier consensuel et fiable. Ce conclave a permis de mieux cerner l'enjeu à travers un partage d'expériences. Mohamed Lamine Kamara pour le compte-rendu. Le suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 continue d'enregistrer des avancées. Après la tenue des élections locales du 4 février dernier, la libération des détenus des manifestations politiques et plusieurs autres points honorés. Les acteurs politiques du dialogue interguinéen reçoivent les experts nationaux et internationaux de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie et du système des Nations unies. Ils échangent sur l'audit du fichier électoral biométrique national.
Ces experts souhaitent travailler dans la transparence pour un nettoyage correct du fichier électoral. Ils s'engagent à respecter le délai prévisionnel de 25 jours. Il faut vraiment être rassuré que le travail qui sera fait sera un travail au service de la République. Et les experts qui ont été retenus sont des experts qui ont une compétence avérée en la matière. Le délai prévisionnel, c'est 25 jours, mais il faut ajouter que si le travail, vu l'allure, venait à se réaliser avant ces 25 jours, c'est la chose la plus souhaitable. Mais au cas où, bien entendu, le travail montre certaines difficultés au point qu'il faut aller au-delà des 25 jours, eh bien cela aussi serait possible. Après l'assainissement de l'actuel fichier électoral, les acteurs politiques devraient s'attendre à un document électoral fiable et adapté à toutes les élections en Guinée. L'audit qui va avoir lieu, qui a regroupé tant d'éminents experts à travers le monde pour venir regarder avec des yeux neutres qu'est-ce qu'il y a dans notre fichier, va consister à faire des recommandations. Ces recommandations-là, la CENI va les prendre à bras le corps lors de la révision des listes pour corriger cette situation. Nous nous donnerons tous les moyens pour pouvoir exécuter l'ensemble des recommandations qui seront issues du rapport de l'audit. C'est donc un honneur pour nous d'avoir lancé ce matin les travaux de cet audit. Et nous n'avons pas l'ombre du doute quant à l'issue certaine de ce travail. En témoigne l'engagement de la CENI, en témoigne l'engagement des acteurs politiques également, mais aussi la qualité des experts que nous avons aujourd'hui avec nous sur ce dossier. L'audit du fichier électoral reste un acquis majeur dans le processus électoral de la Guinée. À travers cette volonté des membres du comité de suivi de l'accord politique et le respect des engagements pris par les différents acteurs, l'espoir est permis dans les prochains jours de voir les acteurs politiques honorer le reste des points de l'accord consensuel du 12 octobre 2016. Un mot de santé, comment faciliter la vaccination en province? Les partenaires accompagnent le gouvernement dans ce projet. Un appui logistique est apporté au programme élargi de vaccination. L'idée, c'est de couvrir tout le pays, même les zones les plus enclavées. Reportage Abraham Christophe Conté et Daouda Tabansila. 818 motos viennent faciliter la mobilité des agents chargés des soins de santé primaires. Ces engins roulants seront utilisés pour renforcer les dispositifs de vaccination en milieu rural. La démarche va faciliter l'acheminement à temps des produits sanitaires vers les centres de traitement. La vaccination seule peut aujourd'hui nous permettre beaucoup de maladies évitables, au lieu d'attendre que nous soyons en épidémie. C'est donc pour cela que Gavi, UNICEF ont bien voulu remettre ces motos au programme élargi de vaccination. Et nous avons dit également aux zéro bénéficiaires d'en faire bon usage sur le terrain. Ces motos destinées aux postes de santé et districts sanitaires devraient contribuer à l'application des stratégies avancées afin de toucher le maximum d'enfants et de femmes dans le pays. Pour se déplacer, il faut avoir un engin. Donc c'est pourquoi nous avons commandé ces motos pour faciliter justement le déplacement de ces agents vaccinateurs pour aller partout, dans les zones rurales, derrière les montagnes, dans les localités enclavées, pour vacciner et toucher le maximum d'enfants. Le programme élargi de vaccination intégré aux soins de santé primaire et aux médicaments essentiels a été lancé depuis 1988 en Guinée. Depuis 30 ans, beaucoup de progrès sont accomplis avec en toile de fond l'intégration de la vaccination, dont les fondements restent et demeurent la participation au développement communautaire. Le ministre de l'Enseignement technique prend contact avec le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de l'institution. Cette visite de terrain a permis de mieux comprendre les avantages du Code de sécurité sociale. Le point avec Moussa Komara, Boris Sidibé. 18 motos viennent faciliter la mobilité des agents chargés des soins de santé primaire. Ces engins roulants seront utilisés pour renforcer les dispositifs de vaccination en milieu rural. La démarche va faciliter l'acheminement à temps des produits sanitaires vers les centres de traitement. La vaccination
seul peut aujourd'hui nous permettre beaucoup de maladies évitables, au lieu d'attendre que nous soyons en épidémie. C'est donc pour cela que Gavi, UNICEF ont bien voulu remettre ces motos au programme élargi de vaccination. Et nous avons dit également aux zéro bénéficiaires d'en faire bon usage sur le terrain. Ces motos destinées aux postes de santé et districts sanitaires devraient contribuer à l'application des stratégies avancées afin de toucher le maximum d'enfants et de femmes dans le pays. Pour se déplacer, il faut avoir un engin. Donc c'est pourquoi nous avons commandé ces motos pour faciliter justement le déplacement de ces agents vaccinateurs pour aller partout dans les zones rurales, derrière les montagnes, dans les localités enclavées pour vacciner et toucher le maximum d'enfants. Le programme élargi de vaccination intégré aux soins de santé primaires et aux médicaments essentiels a été lancé depuis 1988 en Guinée. Depuis 30 ans, beaucoup de progrès sont accomplis avec en toile de fond l'intégration de la vaccination, dont les fondements restent et demeurent la participation au développement communautaire. Voilà, c'était la remise de motos au programme élargi de vaccination. Et puis, je reviens sur cet élément. Le ministre de l'Enseignement technique prend contact avec le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de l'institution. Cette visite de terrain a permis de mieux comprendre les avantages du Code de sécurité sociale. Le point avec Moussa Komara, Maurice Sidibé. Une vidéoprojection pour expliquer dans les détails le fonctionnement du régime de sécurité sociale des travailleurs du secteur privé et parapublic. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi et du travail veut bien cerner toutes les prestations offertes par la Caisse nationale de sécurité sociale à ses assurés sociaux. De la branche maladie à ceux de la pension sociale en passant par les prestations familiales, les formes et l'assiette de cotisation, rien n'a été occulté. Lorsque vous voyez le grand bâtiment, ce grand immeuble qui a été construit sur la base des cotisations des travailleurs, et aujourd'hui dire qu'on est en manque de place là-dedans, vous ne pouvez pas le comprendre. Je suis très satisfait de la manière dont ils sont installés et ça me donne déjà des idées. Je verrai aussi s'il y a des anomalies, nous allons corriger ensemble. Les grands défis qui s'imposent à la Caisse nationale de sécurité sociale, la révalorisation du plafond de cotisation, l'élargissement de la couverture sociale à l'économie informelle et l'actualisation du code vieillissant de la sécurité sociale. Ils sont en train de travailler sur le code. Ils vont me préparer une communication et ensemble nous allons finaliser et pour que ça soit disponible dans les meilleurs délais à la disposition des assurés sociaux. Parmi les réformes menées à la CNSS, la bancarisation de plus de 2500 retraités et la mise en place d'un système de vérification des comptes et de détection des fraudes. Justice, un stage pour former l'administration pénitentiaire dans la prise en charge des détenus. Plusieurs greffiers de prison y prennent part pour renforcer leurs connaissances. La formation va durer 3 jours. Compte rendu, Karnoun Saba. À Kindia, plus d'une vingtaine de greffiers de prison venus des 4 régions du pays et de la zone spéciale de Conakry échangent sur le renforcement des capacités professionnelles. La rencontre vise à améliorer la qualité du service public dans les prisons pour un meilleur respect des droits des détenus. Nous n'avons pas des données mises à jour au sein des prisons. Et au niveau de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire, du ministère de la Justice, lorsque nous avons besoin de données relatives à une prison, il est difficile de les obtenir. Et pourtant, ce sont ces greffiers-là qui sont chargés de jouer ce rôle. C'est pour cette raison que nous avons voulu les former au métier de greffier, renforcer leur capacité sur le travail à faire, la collecte, le traitement des données dans une prison, la remontée des données et la mise à leur disposition d'outils simplifiés à utiliser pour la collecte de ces données. Cette formation devra aider les greffiers de prison à disposer d'une base de données régulièrement alimentée et mise à jour des personnes en détention. Au niveau des greffiers, par exemple, des prisons, c'est le cœur des prisons. Toute l'administration, c'est là-bas. Toutes les documentations, c'est là-bas. Toutes les statistiques, c'est là-bas. Alors, si ceux-ci ne sont pas bien formés, c'est extrêmement grave. Il suffit
que le ministre vienne, au cadre du département vienne pour demander à un greffier ou à un régisseur ou à qui que ce soit, quelle est la statistique des données de cette prison. Alors ça doit couler. Donc il faut la formation, il faut outiller justement au niveau des greffes, il faut aussi donner des instruments de travail. Cette formation coïncide avec la rentrée des gardes pénitentiaires en formation commune de base, une série de réformes qui va aider à professionnaliser la gouvernance dans les prisons. Des précisions sur le niveau de gouvernance locale, l'ONG StatView International livre son rapport d'enquête. Les résultats de ce 7e tour donnent des indicateurs sur les relations entre les gouvernants et gouvernés. D'autres paramètres tels que l'électrification et les conditions de vie font partie de ces résultats. Al-Gassi Mouba. L'évolution de la démocratie et de la gouvernance, une préoccupation des acteurs de la société civile. Au cours d'une enquête, Afrobaromètre, une structure privée panafricaine de sondage à travers StatView International, s'est intéressée à la perception des Guinéens sur leurs conditions de vie, la gouvernance locale et l'électricité. Nous sommes contents aujourd'hui de savoir que le gouvernement, le Premier ministre Kassouri, donc fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Puisque vous avez, les résultats ont indiqué que 33% des Guinéens, quand ils sont allés pour solliciter des services publics, ils ont été obligés de payer des pots de vin. C'est beaucoup. Et en milieu rural, c'est décourageant. Quand on a besoin de services et qu'on est obligé de payer, alors qu'on a des moyens très très limités, évidemment c'est décourageant et donc ça limite l'accessibilité aux services publics. Ces enquêtes de ce 7e tour d'Afrobaromètre sont menées sur 1200 adultes de la Guinée. Je crois que Afrobaromètre doit, soit trimestriellement ou semestriellement, déposer son rapport au niveau du gouvernement qui va permettre au gouvernement de poser des actes, de prendre des dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de vie de sa population. C'est un devoir. Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinion publique sur plusieurs sujets comme la démocratie et la gouvernance économique. Une façon de donner la parole aux sans-voix. La problématique des finances islamiques, les cadres de l'ONFPP, Office national de formation et de perfectionnement professionnel, sont en stage. Les cours pratiques sont donnés par une équipe de la Banque islamique de Guinée. Les détails avec Komara Moussa. Le concept est nouveau en Guinée, mais il a déjà pris son envol dans certains pays de l'Afrique il y a quelques années. Il s'agit de la finance islamique, une discipline transparente qui repose sur des activités bancaires conformes à la loi coranique, à savoir la charia. La finance islamique est une finance qui est venue s'ajouter à la finance conventionnelle, mais avec une certaine spécificité, notamment au niveau de l'accompagnement et au niveau de partenariat. Nous avons le produit de partenariat où la banque donne de l'argent à un client, le client va travailler avec et la banque serait rémunérée sur le résultat. Alors que dans le conventionnel, on vous donne un prêt dont le capital est garanti ainsi que les intérêts. Dans la finance islamique, notamment dans le produit Moudar, le capital n'est pas garanti et éventuellement la banque est rémunérée sur le produit qui va résulter de l'activité. La finance islamique est essentiellement fondée sur l'équité dans les transactions commerciales. Les interdits comme le prêt à intérêt, le placement à intérêt, l'épargne rémunérée à intérêt, l'escompte bancaire et les rapports entre la banque islamique et la banque centrale seront passés au crible. Nous avons comme priorité au niveau de tout le groupe de pouvoir offrir des produits islamiques pour prendre en compte les préoccupations des clientèles du groupe. Au terme de cette formation de 5 jours, la performance de la banque va être renforcée. Ces cadres seront certifiés en finance islamique et pourraient devenir des conseillers ou encore des formateurs dans l'institution. Environnement, la restauration d'une ceinture verte préoccupe les autorités à Dinguiraye. Ainsi, à l'occasion du mois de la forêt guinéenne, une vaste opération est lancée dans la cité. Plus de 5000 tecs et mélinas sont mis en terre. L'opération est pilotée par l'Union des Torobais, parents et amis pour le développement, une ONG locale. On fait le point avec Habib Thiam.
Dinguiraye en a assez de l'exploitation forestière, des cultures sur brûlis et les feux de brousse. Ses fils du terroir et autres familles proches de Dinguiraye veulent redonner espoir à la nature. À Kebalemba, principal siège des installations d'adduction d'eau de la ville sainte, s'amorce cette journée de reboisement avec le soutien des autorités préfectorales et celles de l'environnement. Dinguiraye est en train de faire un vaste reboisement. Nous devons lutter pour que le lion rouge ne rentre pas en Guinée. Qu'est-ce que j'appelle le lion rouge? C'est le désert. L'activité que nous venons de mener aujourd'hui va nous donner la force et le courage de faire le suivi. Plus tard dans la journée, l'ONG Itopad a arpenté les collines et les grottes de Djelikourou. Le village abrite le deuxième site d'approvisionnement de la ville en eau potable. Là encore, des milliers de plants parmi le Tek et le Mélina ont rejoint une forêt en difficulté et qui reçoit à peine quelques gouttes d'eau en plein août. Ça va vraiment couvrir entièrement le cours d'eau et protéger le cours d'eau pour d'éventuels cas de sécheresse. Et là, il a montré un patriotisme, parce qu'il n'est pas le seul de Dinguiraye à Conakry, mais il a été le seul à avoir eu l'initiative de faire de telles actions. L'opération est tout simplement un signal envers la communauté, renforcé par la promesse d'un suivi permanent de ce projet de restauration de la nature. El Haj Bailali dit s'acquitter d'une mission urgente. Lorsqu'on était tout petit, on venait à Kebalé ici. On ne pourrait pas, même en ce moment, on ne pourrait pas traverser cette rivière. L'année passée, je suis venu ici et regardez, l'eau n'est même pas sur le marigot. Et tous les bois aussi sont rasés. Et dès que Dinguiraye n'a plus d'eau, où on va chercher d'eau? Il faut sortir. Donc on est venu pour reboiser. La sous-préfecture de Kalinko est la base arrière de cette action d'âme nature. C'est là que l'ONG Itopad a fait la commande des 5000 plants ayant servi au reboisement des 2 forêts communautaires. Dans moins de 2 mois, la Guinée va célébrer 60 ans de souveraineté. Notre rédaction va vous remonter le temps dans divers domaines qui ont marqué la marche de notre peuple. Ce soir, nous nous intéressons à la toute première unité de fabrique de tôle dans notre pays. Il s'agit de la Sogifab, société guinéenne de fabrication. Depuis sa privatisation dans les années 80, qu'est-elle devenue? La réponse dans ce grand format signé Valérie Talimane. Nous sommes dans la commune de Matam, plus précisément ici dans Dixingar. Vous voyez derrière moi ce mur. Cette ici était avant la société guinéenne de fabrication, cette unité industrielle, la toute première en Guinée en fabrication de tôles. Elle produisait ces différentes tôles que vous voyez à côté de moi, ces tôles ondulées, qui avaient des caractéristiques non seulement qui conservaient la fraîcheur, mais qui rejetaient aussi la chaleur. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire revivre ces anciens moments. En lieu et place de l'historique Sogifab, des immeubles sont là. Tous appartiennent à des particuliers qui ont racheté le domaine quand l'État s'est passionné pour la privatisation. La Sogifab est née de l'exécution du premier plan triennal de développement en Guinée. Nous sommes alors au début des années 60. La Guinée indépendante visait déjà l'industrialisation. Et à l'époque, elle était l'unique unité industrielle en Guinée qui fabriquait de la tôle. Et tout le monde sait que les tôles de Sogifab ont été vendues pratiquement dans toutes les localités de la Guinée. Je ne crois pas qu'il y ait un village ou une région à l'époque où l'on n'ait pas fait une maison couverte des tôles fabriquées par Sogifab. Voilà, donc c'était ça Sogifab. À l'époque, on peut dire que c'était un des fleurons de l'industrie guinéenne. La société guinéenne de fabrication Sogifab a été en partenariat avec la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. L'État guinéen garantit l'approvisionnement en aluminium matière première de son unité de fabrique des tôles ondulées de qualité et de portes métalliques à partir d'une convention signée avec les autres actionnaires de la CBG. Une approche plutôt innovante. L'usine devait être construite par les partenaires de Alco Aluminium Company, de CBG, pour assurer
l'approvisionnement de la cité de Kamsar et de Sangaredi pour les couvertures, les tôles. À l'époque, c'était les tôles seulement et les ustensiles de ménage. Alors, donc, ce GIFAB a été créé à ce moment et il avait été convenu qu'une fois que les installations, le coût des installations, c'est-à-dire les investissements seraient amortis à 50%, ce GIFAB allait devenir mixte entre l'État guinéen et les partenaires de CBG. Et quand c'est recouvré à 100%, ce GIFAB serait nationalisé. Alors la période qui a été prévue pour la couverture à 50%, donc a coïncidé à la couverture à 100%. Donc l'étape de la société mixte a été dépassée et immédiatement ce GIFAB a été nationalisé. Et ça c'était en 1970. Et ce GIFAB a été la première entreprise guinéenne à bénéficier du trophée Africa Award, comme a octroyé à Nairobi. Entre les années 60 et 80, les produits de la SOGIFAB vont connaître un grand succès en Guinée et dans certains pays de la sous-région. Mais en 1988, le vent de la privatisation frappe aussi la SOGIFAB. Les Guinéens étaient alors loin de se douter que l'arrêt de mise à mort de l'unité industrielle venait d'être signé. La SOGIFAB, déjà grippée par des ruptures dans son approvisionnement en matières premières et de pièces de rechange. Ça a été très malheureux parce qu'il y avait de très bons articles que cette société produisait. Très malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça a été privatisé à des gens qui n'ont pas le profil d'industriel. Ils n'ont pas pu relancer les activités. La SOGIFAB a certes disparu, mais des entreprises privées poursuivent aujourd'hui la production des tôles dans le pays. Mais cet ancien directeur général de la SOGIFAB est dans un état plus que nostalgique. Nostalgie, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Parce que moi je dirais simplement, et je l'ai souvent dit, mieux vaut ne pas savoir que de savoir. Parce que quand tu sais les choses, c'est de l'amertume plutôt. C'est plutôt de l'amertume. Moi, je sais que ce GIFAB représentait pour la Guinée et même de devenir pour la sous-région, les pays voisins venaient prendre la tôle en Guinée pour aller couvrir leurs maisons. Les ouvertures là, c'était une révolution. Ce GIFAB était devenu une entreprise régionale. Alors, quand j'ai vu qu'on a bradé tout ça là, d'une façon vraiment, ça me fait mal. Après l'arrêt de la production en 1988, la société guinéenne de fabrication a connu 2 tentatives de relance sans succès. Des privés étaient à l'initiative. Depuis, plus aucune manifestation d'intérêt. Le temps a fait son effet. La SOGIFAB est tombée dans l'oubli. Le patrimoine foncier même est occupé pour d'autres fins. Mais dans les archives du département de l'industrie, le nom de l'un des tout premiers fleurons industriels de la Guinée demeure inscrit comme un bien public encore dans le portefeuille de l'État. Merci Valérie pour ce grand format. Et pour terminer, des cadeaux de fidélité pour 29 clients de la société Satina Guinée. Plusieurs lots ont été remis aux heureux gagnants d'un concours qui avait été lancé il y a quelque temps. Cette société est présente sur le continent depuis plus de 8 ans. C'est un public reportage de Safia Toukonde, Mounir Bari.
à récompenser les clients pour leur fidélité. Biscrème, avec son goût irrésistible, est un produit très prisé dans le marché à cause de ses vitamines attestées par les spécialistes. Ces consommateurs bénéficient désormais de divers cadeaux pour stimuler l'envie de participer à la tombola. À travers cette tombola, Satina Guinée encourage la scolarisation, la formation des jeunes Guinéens et ambitionne également de lutter contre l'immigration clandestine. Avec les temps très durs qu'on a en ce moment, je pense que c'est un bon geste de la part de la société pour vraiment encourager la jeunesse à aller à l'école parce que l'éducation est primordiale. Et l'heureux gagnante de la moto, la très chanceuse. Donc on va procéder au même tirage encore, les mêmes lots qui vont être gagnés très prochainement. Ces cadeaux composés d'une moto Happy, d'une bourse scolaire, d'un iPad, d'un iPhone qui offrent d'énormes opportunités à ses clients. J'ai eu la chance de gagner la bourse scolaire à travers le tirage organisé par la société Satina autour de son produit Biscrème. Donc le tirage, le jeu a eu lieu à la baie. On a acheté, disons, des paquets de Biscrème, on a mangé, on a pris des sachets qu'on a placés dans une enveloppe, on a mis notre adresse. Personnellement, après j'ai placé l'enveloppe dans l'urne. Et j'ai été très surpris de recevoir l'appel d'un agent de la société Satina pour me dire que j'ai eu la chance d'avoir un chèque de 4 000 $. J'ai gagné une moto Happy. Je suis très contente et je demande aux autres de participer à la tombola. Après le dépouillement et le tirage au sort, l'huissier de justice revient sur les règles du jeu et tente de rassurer les participants sur la crédibilité de la tombola. Au total, il y a 29 gagnants, dont 25 qui vont gagner des t-shirts, des casquettes et 10 paquets, 10 biscuits. Et les autres 4 gagnants, il y a un gagnant d'une moto, iPad, deuxième gagnant, troisième une bourse. Et puis ensuite, comment dirais-je, iPhone. Ce qui fait au total 29 gagnants. Depuis 2010, Satina Guinée livre sur le marché guinéen ses produits et est présente dans la sous-région. Chaque année, elle s'investit dans la lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestine. Mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Fana Souma. Les programmes continuent sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à très bientôt.